Tariq Ramadan, est-ce que vous pensez qu'en général, les musulmans sont mal compris en Europe? Oui, je pense que les musulmans sont mal compris en Europe pour deux raisons. La première, c'est sans doute parce qu'ils ne s'expriment pas forcément très bien sur qui ils sont et ce qu'ils veulent. Et la deuxième, c'est parce qu'il y a des contentieux historiques qui sont liés à la colonisation avec l'Afrique du Nord, les situations au Moyen-Orient, ajouter à cela l'utilisation par des partis populistes de l'instrumentalisation de la peur, parce que, en fait, les musulmans vivent au niveau transnational en Europe ce que d'autres immigrés avant eux ont vécu à l'intérieur de l'Europe. Moi, quand j'étais en Suisse, les Portugais, les Espagnols, les Italiens vivaient ce rejet parce qu'on disait qu'ils venaient en grand nombre prendre le pain des Suisses. Et donc aujourd'hui, on voit des musulmans partout. C'est devenu un phénomène transnational, ça fait peur. Et il y a une instrumentalisation de la peur. Et quand il y a de la peur, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de compréhension. On est dans le rejet, dans la perception. Et là, il faut véritablement que nous dépassions cela. Est-ce que vous pensez que c'est devenu pire après le 11 septembre? Des statistiques très intéressantes nous montrent qu'il ne s'agit pas de ça. Aux États-Unis, tout de suite après le 11 septembre, 63% des Américains pensent que le 11 septembre, c'est une petite minorité de musulmans qui ne représentent pas l'islam. Et ils vont même, des gens dans la rue, aller éteigner des musulmans, protéger des mosquées. Donc la première réaction, c'est de dire « Ah non, attention, on ne fait pas d'amalgame entre des extrémistes et tous les musulmans ». 10 ans plus tard, avec tout le travail qui a été fait par les Américains musulmans de présenter leur religion, d'être présents dans les médias, à l'intérieur, partout aux États-Unis, eh bien, à l'heure où je vous parle, avant les prochaines élections, 10 ans plus tard, 72% des Américains pensent que la présence musulmane aux États-Unis est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, on est presque dans une perception qui est devenue plus largement négative. Et ça, aux États-Unis, ça fait écho à ce qu'on vit en Europe, une vision de l'islam qui est une vision qui n'est pas simplement liée aux radicaux et aux extrémistes, à l'islam en tant que tel qui est perçu comme une religion extérieure à l'Europe, étrangère à l'identité européenne. Et ça, il faut le changer absolument, car aujourd'hui, l'islam est une religion européenne. Vous avez déjà affirmé qu'il y a un climat d'islamophobie en France. Est-ce que vous pouvez expliquer? L'islamophobie, il faut qu'on se mette bien d'accord sur le terme. L'islamophobie, pour moi, quand on critique l'islam ou quand on critique des principes, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, quand on attaque les musulmans par le seul fait qu'ils sont musulmans, c'est du racisme et ça devient de l'islamophobie réelle. Et c'est pas que je la crains, elle est là déjà, quand on entend le Front National, quand on entend les partis populistes partout en Europe, en Hollande, en Suède, en Norvège, en Suisse, en Espagne aujourd'hui, avec le nouveau parti au pouvoir, il y a une instrumentalisation de cette peur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas simplement que je la crains, c'est que nous voyons une chose qui est claire. Plus vous utilisez cette peur, plus vous avez accès à la population et plus vous gagnez des électeurs. En fait, nous sommes dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux de instrumentaliser de façon populiste les peurs pour gagner les prochaines élections. Et c'est un racisme qui rentre un tout petit peu dans la normalisation du discours politique. Hier, il y a des choses qui étaient dites par des populistes d'extrême droite, qui sont dites par des partis traditionnels et qui sont acceptées. Et ça, c'est pour gagner les prochaines élections. Donc c'est pas que je la crains, c'est que je l'observe et que je dis que ces mouvements-là ne sont pas dangereux uniquement pour les musulmans, ils sont dangereux pour toute l'Europe. Comment analysez-vous les transitions politiques en Égypte et en Tunisie? La Tunisie, aujourd'hui, semble être le pays qui va le plus vers la transparence démocratique, vers quelque chose qui peut être une réussite. Moi, je ne les appelle pas des révolutions et je n'appelle pas ça un printemps. J'appelle ceci, effectivement, des soulèvements et on va voir ce que ça va donner. Par contre, l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Yémen sont encore loin d'avoir réussi le processus de transformation et d'évolution vers la démocratisation. Il y a beaucoup de choses qu'il faut encore observer. Le rôle de l'armée en Égypte, le rôle de ceux que l'on pousse avec les salafis, les mouvements les plus littéralistes en Égypte, avec le parti Nour, qui vient aujourd'hui entrer dans le jeu politique. Et j'ai bien peur aujourd'hui
que l'exemple de la réussite tunisienne nous cache beaucoup d'échecs dans les autres pays et que nous soyons beaucoup plus dans des processus qui nous mènent à des démocraties sous contrôle. Vous avez affirmé qu'il y a plusieurs types de charia, c'est-à-dire la loi islamique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? La charia est un concept qui a plusieurs définitions et beaucoup de compréhension. Les salafis dont nous parlions tout à l'heure avec l'Égypte, ils ont une compréhension de la charia qui est tout à fait littéraliste. Et souvent, on commence par les châtiments, c'est les châtiments corporels, le code pénal. Pour d'autres, et c'est ceux de je me revendique, moi je suis un partisan de la référence parce qu'elle est islamique, mais en disant attention, la charia c'est pas du tout la punition, c'est d'abord l'éducation pour tous, la justice sociale, ce sont des finalités. Et ces finalités, c'est de travailler pour la dignité. Donc, par exemple, moi je suis un citoyen suisse. Quand je respecte la loi suisse qui me dit que les citoyens sont à égalité devant la loi, pour moi c'est ma charia. C'est ma charia, ça correspond à mes finalités. Mon but c'est que les gens soient libres et égaux. Donc c'est ma charia. Donc je n'ai pas à jeter le mot pour devenir suisse. J'ai, dans le respect de la loi suisse, une compréhension de la charia qui est une compréhension des objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut. Donc aujourd'hui, ce qui est très important avec les partis islamistes, c'est de savoir quelle définition ils ont. Est-ce qu'ils commencent par les condamnations et le caractère dogmatique, c'est-à-dire la caricature, c'est la Libye. Le pays se libère et Mustafa Abdel Jalil dit on va appliquer la charia. Et qu'est-ce qu'il dit? La polygamie. Comme si, pour la compréhension des musulmans, le premier acte de la charia, c'était la polygamie. Ça, ce qu'il a fait, c'est un jeu verbal pour dire aux Libyens « je suis indépendant » et pour permettre aux Occidentaux de dire « nous ne sommes pas derrière, nous ne sommes pas impliqués dans la Libye ». Mais ça n'est pas la définition de la charia. Monsieur Ramadan, on vous accuse souvent d'avoir un double discours. Comment vous définissez-vous comme homme et comme musulman? Quand on n'a pas envie que mon discours soit entendu, il suffit de dire que j'ai un double discours, que j'ai quelque chose derrière la tête. Moi, je suis un occidental. Je suis un occidental de confession musulmane, donc je suis enraciné en Occident. J'essaie d'avoir une réflexion sur l'ordre du monde aujourd'hui, et c'est pour ça que j'écris sur ce qui se passe dans les sociétés majoritairement musulmanes. Mais mon identité, elle est occidentale. J'ai une mémoire. Elle est égyptienne, j'ai une nationalité, elle est suisse, j'ai une culture, elle est européenne, j'ai une vision du monde qui est universaliste et humaniste, et donc j'essaie avec toutes ces dimensions de mon identité de me situer là où je suis dans le bien-être et en même temps d'avoir un projet de réforme sociale et même aussi de réforme à l'intérieur des références musulmanes. Je suis simplement quelqu'un qui affirme haut et fort qu'il est occidental de confession musulmane, mais dont certains en Occident ont toujours envie de me mettre à la porte, ont toujours envie de me mettre dehors. Ils ont toujours envie de dire « Ah non, 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 il ne peut pas vraiment être un occidental, c'est un musulman, c'est cette vieille, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, cette vieille image de l'arabe fourbe, de celui qui a un double langage et qui essaye d'entrer. C'est très ancien ceci. Et pourtant aujourd'hui, je ne suis que le symbole d'une nouvelle présence occidentale, musulmane, de musulmans occidentaux qui assument les dimensions de leur identité.